Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de France Info. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Alors puisqu'on est ensemble pour 2023, je vous propose tout de suite de découvrir le programme de cette première journée pour nous en 2023. On va recevoir dans quelques instants Jacques Faure, ancien ambassadeur de France en Ukraine. Il va nous parler de cette guerre. Qu'espère-t-il pour 2023 et surtout que pense-t-il de la stratégie russe aujourd'hui? Il nous fera part de son analyse. Avant de le retrouver, on va consacrer un long débat à la Chine cette fois. Des millions de Chinois qui sont actuellement contaminés par le Covid-19, l'économie, elle, qui est au ralenti et les pays étrangers qui sont méfiants. Alors le gouvernement chinois est-il sous pression et peut-il être déstabilisé par la situation actuelle? On va poser la question à nos invités, je vais tout de suite les retrouver. Alors que se passe-t-il quand un pays mis sous cloche pendant 3 ans voit subitement sa politique zéro Covid levée? Eh bien je vous le donne en mille, les contaminations explosent, les décès aussi, et c'est ce qui se passe actuellement en Chine. Des millions de personnes qui sont touchées par ce virus et une situation qui a évidemment des conséquences bien au-delà du domaine sanitaire. On va en parler avec nos invités qui sont présents sur ce plateau. Bonsoir Pierre-Antoine Denet. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes ancien correspondant à l'AFP en Chine, auteur d'une quinzaine d'ouvrages concernant l'Asie, et vous venez notamment de diriger l'ouvrage collectif que l'on voit ici à l'antenne, le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme, aux éditions Le Cherche Midi. Elvire Fabry, soyez la bienvenue également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de géopolitique du commerce à la Fondation Jacques Delors et rapporteur du groupe de travail sur les relations Union européenne et Chine. On aura bien évidemment l'occasion de parler de l'économie parce qu'il y a beaucoup à dire aussi. Et puis on est connecté avec Antoine Flao, bonsoir à vous et bienvenue, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Alors évidemment, bonsoir. On va entendre toutes vos analyses dans quelques instants, mais avant, j'aimerais qu'on aille en Chine, qu'on regarde les dernières images qui nous sont parvenues. La Chine, c'est un pays de près d'1,5 milliard de personnes. Le gouvernement qui, en ce moment, a décidé de ne plus donner de chiffres officiels de contamination au Covid-19 ou de décès, et ce, depuis qu'il a mis fin à sa politique zéro Covid. Mais vous allez voir que la situation est bien loin d'être réglée. Kevin Eliès. Dans les rues de cette ville chinoise, un défilé de cadavres sous bâche, juste à côté de la route. Ici, une morgue saturée et des corps entreposés jusque dans des containers. Partout dans le pays, les mêmes images, celles d'une épidémie devenue hors de contrôle, en partie le résultat de l'arrêt brutal de la politique zéro Covid. Le virus circule partout dans le pays, visiblement. On a contrôlé la circulation du virus très sévèrement pendant longtemps, et puis tout d'un coup, on a lâché tout, et le virus s'est mis à circuler dans une population qui est très mal protégée par la vaccination et pas du tout protégée par le fait d'avoir déjà eu le Covid. En Chine, on manque de lits dans les hôpitaux et de médicaments dans les pharmacies. La situation épidémique est sans précédent. Pourtant, sur place, impossible d'avoir des données exactes sur l'ampleur de la situation. Il y a une semaine, la Commission nationale de santé a annoncé l'arrêt de la publication quotidienne des chiffres sur le Covid-19. Dans son dernier bilan daté d'hier, l'organisme évoquait 5100 nouveaux cas positifs dans tout le pays. Des données largement minorées selon les spécialistes, mais de leur côté, les autorités persistent. Depuis le début de l'épidémie, la Chine a partagé les informations et les données pertinentes avec la communauté internationale, y compris l'OMS, de manière ouverte et transparente. Les festivités du Nouvel An chinois, qui débutent à la mi-janvier, synonyme de rapprochements familiaux, font craindre un nouvel emballement épidémique, mais cette fois-ci en Europe. Selon certains médias américains, au moins 250 millions de personnes auraient contracté le Covid pendant le mois de décembre en Chine. Antoine Flao, quand on voit la situation actuellement en Chine, la levée de cette politique zéro Covid et ses conséquences sanitaires, on a presque le sentiment que c'est le premier jour de l'épidémie pour la Chine. Oui, en réalité, c'est le deuxième jour, car si nous nous souvenons, il y a eu cet épisode il y a maintenant 3 ans qui a été à l'origine de la pandémie. Et donc, ils ont très bien contrôlé l'épisode de Wuhan et mis sous cloche leur population pendant près de 3 ans. En réalité, le narratif est un tout petit peu différent de celui qui a été présenté. Ce n'est pas tellement la levée de la stratégie zéro Covid qui a entraîné cette énorme vague, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à la fin de l'été,
la pression du virus a été extrêmement forte, car c'était un virus très transmissible. Ce que nous connaissons, c'est des sous-variants d'Omicron qui sont extrêmement transmissibles et qui a transpercé littéralement les digues mises en place par la politique chinoise, qui avait été, faut le reconnaître, un succès jusqu'à l'été dernier. Et puis, craquant complètement sous la force de l'épidémie, vous savez, le zéro Covid ne se complaît que dans le zéro Covid. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs dizaines de milliers de cas par jour, vous n'êtes plus dans le zéro Covid et toute la stratégie s'effondre. Parce qu'en fait, pour maintenir le zéro Covid, il fallait mettre toutes les personnes contacts en quarantaine et les personnes malades à l'hôpital. Ça marche quand il y a très peu de cas sur le territoire. Ça a bien marché tant que les Chinois ont réussi à contenir toute arrivée du virus sur leur territoire. Il y avait toujours des virus qui venaient parce que même s'il n'y avait pas de voyage, il y avait quand même du fret qui était acheminé vers les pays, notamment les pays européens, et qui pouvait revenir avec des équipages contaminés. Mais à chaque fois, on arrivait à contenir l'ensemble. Et depuis l'automne, bien avant le 7 décembre, date officielle de la reconnaissance par les autorités chinoises de la faillite de leur stratégie, on peut dire que l'épidémie a explosé et qu'aujourd'hui, en effet, elle n'est plus sous contrôle. Alors on disait il y a quelques instants qu'il y a des difficultés pour connaître les chiffres, Pierre-Antoine Donnet, à la fois des contaminations et des décès qui sont liés au Covid-19. Il y a toujours eu des difficultés, mais là, depuis l'arrêt de cette politique zéro Covid, il n'y a carrément plus rien qui filtre officiellement, on va dire. Est-ce qu'on a une idée quand même, peut-être via des associations, des ONG, d'une tendance ? D'abord, vous savez, c'est l'habitude du parti que de mettre les chiffres officiels d'un côté et la réalité de l'autre. La réalité, elle n'est jamais vraiment dite. Et là, en ce qui concerne ce qui se passe maintenant, plus que jamais, on ne dit pas. C'est pas dans leur intérêt. Absolument. D'abord, pour ne pas susciter une panique encore plus grande à l'intérieur de la Chine. Et deuxièmement, pour ne pas donner une très mauvaise image de la Chine à l'étranger, et qui est déjà très mauvaise. Alors maintenant, s'agissant des contaminations, en effet, maintenant quand même, les statistiques non officielles chinoises montrent bien que, c'est, comme le disait à l'instant l'épidémiologiste, c'est absolument hors de contrôle. Et il y a une institution qui s'appelle Airfinity, qui est composée de dizaines et de dizaines de chercheurs de multiples nationalités et qui est spécialisée dans les questions d'hygiène et en particulier aujourd'hui du Covid. Et c'est mis à jour à peu près tous les jours. Et là, leurs dernières estimations sont quand même assez inquiétantes, pour utiliser un euphémisme, parce qu'on parle de 1,8 million de contaminations par jour et de 11 000 morts par jour. Et il y en aurait donc maintenant 110 000 depuis le 1er décembre, ce qui est déjà assez considérable, mais le pire est à venir. Et là, c'est clair, parce qu'en fait, ils basent leur analyse sur un ensemble de chiffres qu'ils arrivent à recueillir dans les différentes provinces de Chine et qui montrent bien que, s'il y a un premier pic qui sera peut-être atteint la mi-janvier, ça va reprendre après probablement, et il y en aura un deuxième en avril, si bien que selon eux, le nombre de morts prévisible, si tant est qu'on peut vraiment faire une prévision précise, serait de 1,7 million de morts d'ici fin avril. Antoine Flahault, j'aimerais entendre votre réaction, vous, d'épidémiologiste, à ces chiffres, ces prévisions de cette institution dont on parle là. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'immunité collective existante en Chine, ou alors très peu ? Oui, alors M. Donnet a tout à fait raison de préciser qu'il est difficile de prédire. Même ces prévisions de 1 à 2 millions de décès pour la Chine reste, excusez-moi l'expression, presque optimiste. Parce que, vous savez, les États-Unis ont eu 1 million de décès, malgré les campagnes de vaccination, malgré des vaccins très efficaces. Et donc, on peut penser, et la Chine, enfin les États-Unis, c'est 360 millions d'habitants. On peut penser qu'un pays de 1,4 milliard d'habitants risque d'avoir une mortalité plus élevée, pour plusieurs raisons. Parce que, d'une part, les infrastructures sanitaires pour prendre en charge, et vous voyez les images en ce moment dans les hôpitaux, sont beaucoup plus pauvres que celles des pays occidentaux aujourd'hui. Vous savez, il y a 10 fois moins de lits de réanimation en Chine par rapport à l'Allemagne, pour prendre une comparaison. Et par ailleurs,
les vaccins sont efficaces contre les formes graves de la maladie quand on a une triple dose, une triple vaccination. Ça a été assez bien démontré par des chercheurs de l'université de Hong Kong. Or, plus de 60% des personnes de plus de 80 ans n'ont pas cette triple dose protectrice. Et c'est elles qui sont les plus à risque de mortalité due au Covid, on le sait très bien depuis le début de cette pandémie. Donc oui, alors votre question sur l'immunité collective est bonne. Vous savez que nous sommes certainement assez protégés, en effet, par les vaccins et aussi par cette immunité qu'on appelle hybride, c'est-à-dire par les infections répétées. Mais cela dit, il faut le relativiser. Vous savez, quand l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, l'année dernière, ont arrêté leur politique zéro Covid. On était tous, nous les épidémiologistes, assez inquiets, pour dire un peu pessimistes, à tort, vis-à-vis de l'explosion épidémique qui allait survenir. Parce que ces pays étaient très bien protégés par la vaccination, mais ne l'étaient pas non plus par les vagues successives que nous avons eues, Alpha, Delta, etc. Or, ces pays n'ont pas observé une mortalité très supérieure à celle que nous avons pu connaître en Occident. Et même, je dirais que le Japon, dans l'année 2022, a eu une mortalité 2 fois moindre que celle de la France, pour prendre cette comparaison. Donc, on peut dire que la situation avait été sous contrôle parce que leurs personnes âgées étaient remarquablement bien vaccinées. Ça n'est pas le cas de la Chine, malheureusement. Et donc, en effet, on est très inquiet cette année pour la Chine. Alors, ce qui est certain, c'est que la situation sanitaire actuellement de la Chine, elle fait peur, elle fait très peur à d'autres pays dans le monde, en Europe, mais pas seulement. Tout un tas de pays ont commencé à prendre différentes restrictions sanitaires, des nouvelles mesures, la France y compris depuis ce week-end. On va voir justement la situation des pays en Europe avec vous, Yann Effelé, la France donc, mais aussi l'Italie et l'Espagne. Le premier pays à réagir, c'est l'Italie qui, dès mercredi, annonce exiger un test négatif des voyageurs venus de Chine. Ensuite, vendredi, c'est l'Espagne qui oblige un test négatif ou bien encore un schéma vaccinal complet pour toujours les mêmes voyageurs venus de Chine. Vendredi toujours, la France annonce exiger un test négatif. Alors là, en 2 temps, depuis hier, ce sont des tests aléatoires dans les aéroports. Puis à partir de jeudi, ce seront des tests obligatoires au départ de Chine. Et enfin, le 4e État, c'est le Royaume-Uni qui, toujours vendredi, annonce les mêmes contraintes de tests. Vous le voyez donc, 4 États sur le continent européen qui mettent des exigences. Et puis, il y a aussi des États qui, eux, ne veulent pas en entendre parler. C'est l'exemple de l'Allemagne ou de l'Autriche qui, notamment, font valoir qu'ils ne veulent pas se priver des touristes chinois. Eux sont opposés aux tests. Et donc, face à ce qui pourrait s'apparenter à une cacophonie européenne, la Suède, qui a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, a convoqué une réunion mercredi pour discuter de tout cela et tenter de trouver une réponse commune. Et qu'en est-il pour le reste du monde, Yann ? Les Européens ne sont pas les seuls à avoir pris des mesures. Il y a des tests obligatoires au départ, par exemple, au Canada, au Japon, en Australie, en Israël et en Inde. Des tests obligatoires à l'arrivée en Corée du Sud et aux États-Unis. Et puis à noter, le pays qui a pris la mesure la plus drastique, c'est le Maroc. Au Maroc, il y a une fermeture des frontières à tous les voyageurs venus de Chine à partir de demain. Et ça, quelle que soit leur nationalité. Merci beaucoup pour ces précisions, Yann. Pierre-Antoine Denet, quand on voit à la fois l'explosion des contaminations, des décès en Chine, la fin de la politique zéro Covid et aussi ces nouvelles restrictions qui sont prises par tout un tas de pays dans le monde, c'est clairement un échec politique interne et sur la scène internationale aussi pour Xi Jinping ? Écoutez, oui, c'est un signe catastrophique sur cette gestion chinoise du Covid et en particulier de Xi Jinping en personne, donc le président la République populaire de Chine, qui, lui, a été vraiment l'architecte de cette politique depuis son lancement début 2020. Il n'a cessé, jusqu'à une période récente, de dire que c'était la seule formule pour, disait-il, sauver des vies. Bon, il ne dit pas, mais bon, on voit très bien que ça a été aussi un formidable instrument politique pour contrôler encore davantage la population, qu'il était déjà énormément. Donc aujourd'hui, écoutez, première conséquence visible, la propagande chinoise, beaucoup de Chinois ne la croient plus. Parce qu'ils ont sous les yeux leur père, leur mère, leur grand-père qui meurent. Et ils ne comprennent pas. Et encore, il y a quelques jours, à l'occasion du Nouvel An, Xi Jinping a prononcé un discours. Il n'a pas montré qu'il était embarrassé, parce que bien sûr, il est maître de ce qu'il dit.
mais il a repris une phraséologie qu'on entend de moins en moins, qui est de moins en moins crédible en Chine, qu'il faut faire l'unité pour sauver des vies. Alors, ça va beaucoup plus loin, parce que c'est vrai qu'en même temps, ça suscite des interrogations sur la stabilité du régime. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Oui, bien sûr, on va y venir parce que c'est extrêmement important. Elvire Fabry, vous êtes spécialiste de l'économie et du commerce, des relations commerciales, notamment entre l'Union européenne et la Chine. Quand vous voyez la fin de cette politique zéro Covid, est-ce que vous vous dites, en fait, c'est aussi parce que la Chine a derrière la tête l'idée de remettre l'économie en premier plan? Est-ce que c'est un peu ça, pour vous, qui est en train de se jouer là? Écoutez, le sentiment qu'on a quand on revient un tout petit peu en arrière et qu'on écoute Xi Jinping lors de son grand discours lors du 20e congrès du Parti communiste, c'est quand même que l'idéologie passait devant l'économie. Et on était, vu d'un point de vue extérieur, en dehors de la Chine, inquiet de voir que le bilan économique de cette politique zéro Covid était très négatif et que Xi Jinping s'entêtait finalement dans cette stratégie et en effet continuant à glorifier les bienfaits de cette politique. Maintenant, on a quand même le sentiment que le virage qui a été pris pour sortir du zéro Covid a été pris de manière tellement brutale que c'est quand même lié d'abord aux manifestations qui ont eu lieu en Chine et qui se multipliaient. Rappelons-nous que les étudiants ont été renvoyés chez eux parce qu'on craignait qu'il y ait une contamination des mouvements de protestation. Et que c'est peut-être davantage sous pression de cette pointe d'instabilité politique qui était en train d'émerger, plutôt que véritablement pour sortir l'économie chinoise de ce scénario négatif dans lequel elle est avancée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les investisseurs étrangers, il y a à la fois un signal positif parce que la fin du zéro Covid était attendue depuis très longtemps, était réclamée de partout dans le monde, par toutes les entreprises. Et en même temps, ça n'est pas encore rassurant parce que précisément, il y a eu une impréparation totale. Il n'y a pas de plan, en fait. Il n'y a pas de plan. Les hôpitaux sont complètement débordés. De toute façon, il y a un manque d'équipements, de vaccination. Et qu'en fait, ça va créer aussi beaucoup de ruptures dans les chaînes d'approvisionnement en Chine, entre les provinces et vis-à-vis de l'étranger. Oui, parce que ça veut dire en fait qu'on ne va pas forcément aller travailler si on a le Covid, donc il y a la production qui va en prendre un coup, tout ne va pas arriver comme ça devrait ailleurs au niveau des exportations, c'est ça? Là, c'est un véritable chaos. Alors d'abord pour assurer la résilience des chaînes d'approvisionnement, et puis il y a toute la question des investissements étrangers, qui là s'étaient mis en pause, à part quelques groupes et sur les 1800 entreprises européennes qui sont présentes en Chine, il n'y en avait que 10 là qui véritablement qui faisaient 80% des investissements européens. Ça veut dire que toutes les autres se sont mises en attente parce que l'évolution de l'économie chinoise n'est pas bonne. Il y a une perte de confiance des consommateurs chinois, il y a toujours la persistance de la crise immobilière et puis que il y a toute une série de facteurs géopolitiques qui pèsent, à la fois le renforcement de l'axe russo-chinois, et puis bien évidemment le renforcement aussi du conflit technologique, de la rivalité technologique entre États-Unis et Chine, dans laquelle les entreprises risquent de se faire coincer. Donc la sortie du zéro Covid va d'abord signifier une période de chaos qui va maintenir les entreprises étrangères plutôt à une certaine distance, et elles voudront avoir plus de visibilité avant de risquer à nouveau de s'investir dans un marché qui était très prometteur et qui s'annonce beaucoup plus risqué. On va voir dans quelques instants les estimations, les prévisions du Fonds monétaire international. Avant cela, Antoine Flao, j'aimerais entendre votre sentiment sur... parce que Elvire Fabry parlait de chaos au niveau interne et externe aussi pour tout ce qui est économique. Mais par exemple, quand on regarde les chaînes d'approvisionnement des médicaments, rien qu'en Chine, sans même s'intéresser à la France, à l'Europe ou au monde entier, en Chine, par exemple, il y a des problèmes pour obtenir des médicaments tels que le Doliprane. Il y a eu un espèce d'engouement dès la fin de la politique du zéro Covid vers les pharmacies pour avoir ce type de médicaments. Ça va être problématique pour le pays, mais même au-delà aussi? Oui, en effet, la Chine est une usine pour le reste du monde dans de très grands nombres de secteurs, mais en particulier dans celui des médicaments. Pour beaucoup de raisons qui ne sont pas que économiques, enfin elles sont liées aux raisons économiques, mais elles sont aussi d'ordre environnemental, car les industries du médicament sont très lourdement
pollueuses. Et on a, en raison des normes européennes, en particulier très contraignantes vis-à-vis de la pollution des usines de médicaments, les fabricants de médicaments ont exporté leurs usines et leur production en Chine, notamment. Et en particulier, beaucoup de produits, on n'a pas parlé des antibiotiques, mais pratiquement la totalité des antibiotiques sont fabriqués en Chine, ou même lorsqu'ils sont fabriqués par des génériqueurs, par exemple, qui sont basés en Inde, les produits princeps sont réalisés et fabriqués par les Chinois. Tout cela pourrait être en effet, en tout cas temporairement compromis ou en partie compromis à cause de cette vague pandémique de grande ampleur qui entraîne notamment un absentéisme fort. Mais aussi, il faut penser au fait que le gouvernement chinois a décrété des embargos. Vous parlez du Doliprane ou de l'ibuprofène, qui sont des médicaments très banals d'utilisation courante pour soigner les symptômes du Covid ou des viroses respiratoires. Eh bien, des embargos ont été décrétés pour que la population chinoise puisse en bénéficier en priorité, ce que l'on comprend très bien. Ça s'est fait par exemple au niveau des vaccins du Covid par les Indiens, qui étaient l'un des grands génériqueurs pour l'Afrique des vaccins du Covid et qui ont été retardés dans leur approvisionnement, les Africains, à cause de la vague, à l'époque c'était du variant Delta. Donc on comprend tout à fait que des gouvernants décident de protéger d'abord leur population, mais ça a un impact non négligeable, et je pense que ça nous remet un petit peu en face de nos responsabilités d'Européens. On a voulu exporter notre industrie polluante. Peut-être qu'il faudra produire à l'avenir ce type de médicaments à un coût beaucoup plus élevé, mais qui sera respectueux des normes environnementales européennes qui devraient être en fait planétaires. Pierre-Antoine Donnet, est-ce que vous avez le sentiment actuellement, là tout de suite, au moment où on se parle, que la Chine a toujours sa place au niveau international, celle qu'elle avait avant Covid, et notamment grâce à son économie, à ses forces de production? Écoutez, effectivement, c'est la grande question qu'on peut se poser. Je pense qu'on se trouve à un moment de bascule. On découvre, certains le savaient déjà, mais là maintenant de façon assez éclatante, la fragilité de ce pays. Les Chinois eux-mêmes aussi le découvrent. Donc, si vous voulez, c'est une bascule aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Et donc, effectivement, la grande question, où en est la Chine aujourd'hui? 2, où va-t-elle? Parce que vraiment, là, le point d'interrogation est majeur. 3, quelle sera la réaction du régime chinois? Et sur ces 3 questions, on n'a pas encore vraiment la réponse. On peut esquisser peut-être des scénarios, mais c'est difficile à le faire. Alors, en ce qui concerne, pour moi, le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la Chine quand même. Parce que, effectivement, on a vu, comme vous le disiez tout à l'heure, ce mouvement de contestation auquel personne ne s'attendait, aussi bien au sein du pouvoir chinois qu'à l'étranger, mais qui a pris une ampleur insoupçonnée en l'espace de quelques jours. Et on a vu cette jeunesse chinoise dans les universités où tous les jours ils sont soumis à un lavage de cerveau avec une propagande continuelle. Eh bien, eux, ils ont repris des slogans qui étaient criés par leurs aînés, place Tiananmen en 1989. Ce massacre a été mis sous le tapis. En Chine, cette jeunesse ne le sait pas. Or, pourtant, c'est assez extraordinaire, reviennent les mêmes slogans. Et puis alors, au-delà de ça, il y a effectivement cette colère qui gronde, mais qui est forte, cette frustration énorme qui est issue, bien sûr, de toutes ces règles absurdes, de ce contrôle de la population qui était devenu absolument intolérable, inadmissible, insupportable. Et aujourd'hui, donc, cette propagande qui est en panne, et alors à l'étranger aussi, bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a des graves questions qui se posent. Faut-il encore investir en Chine ou pas? Vous le savez mieux que moi, mais la Chambre de commerce européenne à Pékin a publié un rapport il n'y a pas très longtemps qui quand même était assez sombre sur faut-il investir ou pas aujourd'hui en Chine. Et on voit qu'à travers le monde, la question est répercutée partout.
Bien sûr aux États-Unis. Bon, pour les États-Unis, la rivalité, elle dure depuis maintenant très longtemps. Oui, c'est pas nouveau ça. Voilà, mais elle s'amplifie encore. Au Japon, qui est un voisin de la Chine, alors là, il y a un renversement total géostratégique sur le plan de la défense, où on voit le gouvernement japonais adopter un budget de la défense qui va atteindre 2% du PIB d'ici 5 ans, ce qui ne s'est jamais vu depuis 1945. Et surtout, et là c'est vraiment révélateur, on voit que la population japonaise est derrière tout ça, elle le soutient. Cette population japonaise qui était très attachée à une idée pacifique depuis les bombardements nucléaires de 1945 américains. Il y a beaucoup de chamboulements depuis cette période Covid. Tout est imbriqué. On en voit encore aujourd'hui des conséquences et vous venez de nous en donner plusieurs illustrations. Puisque vous parliez de l'aspect économique, j'aimerais qu'on rebondisse là-dessus et qu'on écoute ensemble ce qui a été dit par la directrice générale du Fonds monétaire international. C'était le 13 décembre dernier et ce n'est pas forcément de très bon augure pour la croissance chinoise. Il est très probable que nous abaissions nos prévisions de croissance pour la Chine, tant pour 2022 que pour 2023. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, les restrictions liées au Covid ont créé un frein à la croissance. Est-ce que ça, Elvire Fabry, des baisses de prévisions de croissance pour la Chine, c'est arrivé ces dernières décennies en dehors justement de cette période Covid et de l'année 2020 ? Non, on savait que depuis longtemps, il y avait un palier, si je puis dire, minimum, où il ne fallait pas que la croissance de l'économie passe sous les 5,5 ou 5 points de croissance de PIB. Là, pour 2022, l'estimation serait de 3%. Et il y avait une estimation qui était plus positive avant la sortie du zéro Covid, qui était quand même au démarrage, avant qu'on plonge dans cette phase de pagaille, qui était de 5,5%. Mais avec des estimations de moyen terme qui ont déjà été mises sur la table, qui parlaient quand même d'un ralentissement de l'économie chinoise. Et ça veut dire, notamment du point de vue de la crise immobilière, pour les Chinois, qui se seraient assez volontiers satisfaits d'une relance de l'économie pour mettre sous le tapis un peu les critiques contre le régime, contre cette surveillance. Ça veut dire beaucoup plus d'inquiétude, au contraire, parce que notamment la crise du secteur immobilier qui représente quasiment 26 à 29% du PIB, de la croissance économique chinoise, en fait, ça veut dire un appauvrissement brutal pour une classe moyenne qui s'était constituée à la faveur de ce grand boom de l'immobilier. Et ils s'étaient constitué un petit patrimoine immobilier. Du jour au lendemain, ils n'ont plus rien. Et là, c'est un peu tout le château de cartes du modèle de développement, du modèle de développement chinois, et qui du coup fait aussi jouer les lignes de faille du système chinois avec une population vieillissante qui devrait perdre 200 millions d'ici 2050. Les estimations d'avant-hier, j'ai envie de dire pré-Covid, enfin sortie de zéro Covid, mais qui signifie aussi une contraction de la main-d'œuvre, avec des problèmes aussi d'éducation, là un très fort chômage des jeunes. Enfin, on voit qu'il ne s'agit pas de jouer les Cassandres d'un point de vue occidental, étranger, mais de prendre la mesure aussi des signaux structurels. De ce qui est en train de se jouer, finalement. Oui. Et avec un gouvernement qui n'a pas été capable, ces derniers mois, d'injecter aussi un soutien financier, comme en 2008, ce qui avait permis à la Chine, en fait, de rebondir beaucoup plus rapidement que le reste du monde. Et là, une consommation mondiale qui, au contraire, ne va pas soutenir la production et les exportations chinoises. C'est intéressant parce que quand vous parlez de notamment toute cette crise immobilière qui est en Chine actuellement, ça fait penser un petit peu aussi au contrat social sur lequel s'appuie pour l'instant le Parti communiste. En clair, si vous ne savez pas ce qu'est ce contrat social, vous travaillez, vous suivez ce qu'on vous demande de faire, tout se passe bien, et bien nous, on vous garantit un bon niveau de vie. C'est à peu près ça, Pierre-Antoine Donnet, si on caricature. Ça, c'est en train d'exploser. Vous savez, pour prolonger ce que vous venez de dire, si on arrive à 2,7 du PIB, de croissance du PIB, ce sera déjà bien beau, parce que ça risque d'être inférieur à cela. Et les conséquences, vous l'avez dit, mais je voudrais peut-être un tout petit peu prolonger ce que vous avez dit, sont terribles aussi pour les Chinois. Parce que vous parlez de contrat social. En 2020, le Parti communiste chinois a déclaré avec une certaine emphase, pour la première fois dans l'histoire de la Chine, des 5000 ans de l'histoire de la Chine, il n'y a plus de Chinois qui meurent de faim.
Bon, bien entendu, c'était partiellement faux, parce qu'on ne parle pas du grand bond en avant, où il y a eu au moins 40 millions de morts de faim. On ne parle pas non plus de tous les épisodes qui sont venus après. Mais, vous savez, le contrat social, c'est cela. C'est-à-dire nourrir la population chinoise et lui donner une certaine aisance pour la classe moyenne, sachant qu'évidemment, il y en a encore beaucoup, des millions et des millions, qui sont au bord de la route, alors qu'il y a aussi des ultra-riches. Donc ce contrat social explose, avec, comme vous l'avez dit, un chômage des jeunes qui explose lui aussi. On en est maintenant à pratiquement 20%. Donc, dans le cerveau de ces jeunes Chinois qui ne trouvent pas de travail aujourd'hui, mais ça pose de très graves problèmes aussi et de grands questionnements sur leur pays, sur les choix qui ont été faits, sur la direction qui est prise par le parti. Donc, les interrogations sont considérables. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui peut sauver la croissance chinoise, d'après vous, Elvire Fabry, ou en tout cas lui permettre de se maintenir à un niveau décent pour la population ? D'une certaine façon, c'était le retour à l'ouverture de l'économie. Et les investissements étrangers, du coup. Et les investissements étrangers, parce qu'on le sait, la croissance chinoise de ces 20 dernières années, elle s'est faite aussi sur la réplique de technologies, des transferts de technologies. Dieu sait si on ne les souhaitait pas, mais enfin, la Chine a su essayer amorcer son rattrapage technologique sur les technologies d'hier et a une ambition très forte sur les technologies de demain, l'intelligence artificielle, toutes les technologies pour la transition verte. Et elle est actuellement en pointe, notamment sur tous les véhicules électriques. Elle est sur le point d'être exportatrice nette de véhicules électriques. Mais est-ce qu'elle a encore les moyens aujourd'hui de produire à hauteur de ses ambitions ? C'est ça la vraie question aussi. Alors, toute la limite de la stratégie de Xi Jinping qui vise à, d'une part, à reposer davantage, beaucoup plus sur la consommation interne et sur une capacité d'innovation plus forte, c'est justement de pouvoir se passer de ces technologies étrangères ou de coopération, et c'est précisément sur ce talon d'Achille que sont en train d'appuyer les États-Unis en voulant essayer de ralentir encore plus la croissance chinoise et en tout cas la percée technologique de la Chine en réduisant son accès à des technologies clés pour le développement de ces secteurs. Ça commence par les semi-conducteurs, mais on peut s'attendre à ce que Washington se montre aussi encore plus offensif sur les restrictions aux exportations dans d'autres domaines. J'aimerais qu'on regarde ensemble une phrase de la sinologue Marie Holzman. Elle va s'afficher à l'écran. Elle répondait à une interview il y a quelques jours du Figaro.fr et elle a dit « Le Covid sera le Tchernobyl de la Chine », sous-entendu le régime de Xi Jinping est en perte de vitesse comme celui de l'URSS dans les années 80. Alors c'est lié au sanitaire, au Covid, mais c'est aussi lié à toutes les conséquences économiques qu'on vient d'évoquer ensemble. Est-ce que vous partagez cet avis, Pierre-Antoine Donnet ? Vous savez, je pense qu'il faut quand même rester prudent parce que ça fait des décennies que certains experts, entre guillemets, prédisaient la chute imminente du Parti communiste chinois. Or, il a une capacité de résilience assez extraordinaire. Il a surmonté des tragédies épouvantables. Il a surmonté aussi l'isolement progressif de la Chine. Mais ayant dit cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, y a-t-il ou non un tsunami politique, un Tchernobyl politique à l'intérieur de la Chine ? La question se pose parce que une chose est absolument certaine, Xi Jinping est fragilisé. Il y a un avant et un après. Ah, ça c'est clair et net. Déjà, son aura est sérieusement malmenée auprès de la population chinoise, en particulier auprès des jeunes, mais vous savez, l'opacité est presque totale à l'intérieur de l'élite du Parti communiste chinois. Mais quand même, de temps en temps, on a des signaux qui parviennent en Occident. Parce qu'il y a des cadres du régime qui étaient déjà très hauts dans la hiérarchie, qui ont décidé de s'installer à l'étranger parce qu'ils ne supportaient plus d'être sur place. Et parmi eux, il y en a une qui s'appelle Tsai Ing. Et elle, c'est très bien. Enfin, très bien. Elle sait une grande partie de ce qui peut se passer au sein de l'élite. Et elle dit, et je pense que c'est corroboré par d'autres sources, qu'il y a une colère croissante au sein de l'élite du Parti communiste chinois, là aussi pour plusieurs raisons, parce que tout en apparaissant tout puissant à la fin du 20e congrès, Xi Jinping a commis quand même un certain nombre de bourdes, pour utiliser un euphémisme, d'erreurs stratégiques. D'abord, ces fameux loups guerriers, ces loups combattants, là, ces diplomates qu'on voit à l'étranger, donner des leçons au régime du pays où ils sont.
en toute confiance, en disant voilà, nous possédons la vérité, nous sommes là pour vous dire ce qu'il faut faire. Ça ne marche plus, pas du tout. Ça a été contre-productif. Le résultat a été qu'en fait, le régime s'est tiré une balle dans le pied. Ça n'est qu'un exemple, il y en a eu beaucoup d'autres. Et juste pour continuer là-dessus, si vous voulez, cette colère, elle est en train de monter aussi par la gestion du Covid, où là, il apparaît aujourd'hui que ça a été une erreur monumentale. Antoine Flahault, justement, Pardon, vous vouliez réagir, Elvire Fabry, allez-y. Oui, je pense qu'il ne faut pas exclure aussi, évidemment, d'autres scénarios. Et parmi les autres scénarios, le fait que l'on puisse avoir un Xi Jinping qui se sent acculé, sous pression, et qui puisse à ce moment-là être tenté aussi d'avoir recours au levier d'un nationalisme exacerbé pour remobiliser, si je puis dire, la population autour du parti, et que ça puisse le pousser vers un scénario plus agressif. C'est-à-dire qu'une Chine plus isolée peut aussi devenir une Chine plus agressive. Mais ça peut marcher auprès de la population, vous pensez, après les manifestations dont vous avez parlé et qu'on a vues il y a quelques semaines ? Notamment la question de Taïwan. Voilà. On sait que la politique d'une Chine unique est à l'agenda, elle est centrale, je dirais, dans l'agenda politique du Parti communiste, et que Xi Jinping a des visées très claires. Le tout, c'est de se dire à quelle échéance et quelles seront les modalités. Est-ce que ça risque de précipiter aussi un scénario plus agressif, qui ne serait pas simplement de blocus économique, mais qui pourrait être militaire? C'est ça je dirais qu'il faut avoir aujourd'hui à l'esprit et qu'il faut préparer. Et tout l'objectif est précisément de voir comment ancrer la Chine dans un système international avec plus de régulation. Parce que la stratégie américaine actuelle pousse plutôt à la confrontation, et peut-être une confrontation dont on ne maîtriserait pas forcément toutes les étapes. Pierre-Antoine Denet, juste après Antoine Flahault, allez-y. Oui, tout à fait. Et la question de Taïwan est devenue centrale. Ça fait déjà quelques années qu'on voit bien que les opérations d'intimidation de l'armée populaire de libération chinoise à l'égard de Taïwan se sont multipliées et n'arrêtent pas de croître en nombre, et aussi, comment dirais-je, en tentative de terroriser la population taïwanaise qui ne l'est pas. Mais alors oui, effectivement, se pose la question, si un jour Xi Jinping se sent menacé à l'intérieur du parti, va-t-il commettre un geste de folie en intimant l'ordre à l'armée de donner l'assaut sur Taïwan? Alors, il faut prendre en compte aussi l'exemple de l'Ukraine. Oui, et puis on rappelle quand même la coopération militaire renforcée qu'aimerait Vladimir Poutine avec la Chine. Et donc, Xi Jinping, qui est un calculateur, on voit qu'il s'est trompé dans un certain nombre de ses calculs. Malgré tout, il a une certaine prudence, il l'a eu jusqu'à aujourd'hui. Mais, vous savez, il y a eu un exemple dans l'histoire de la Chine récente, c'est Mao Tse-tung. Quand il a déclenché la révolution culturelle en 1966, la vraie raison, c'est qu'il savait qu'il était menacé dans son pouvoir, à l'intérieur de son parti, qu'il était contesté par un certain nombre de ses proches. Et si c'est le cas aussi pour Xi Jinping, alors aura-t-il cette folie de jusqu'au-boutisme d'engager une guerre avec Taïwan, sachant très bien qu'il a toutes les chances de perdre cette guerre? Et pourquoi? Pour des raisons simples, en résumé, parce qu'il n'y a pas que Taïwan en face, elle s'est préparée depuis 70 ans, mais il y a aussi les États-Unis, le Japon, l'Australie, l'Inde, pour ne citer que. S'il le fait, c'est très grave, parce que les conséquences seront, s'il y a un échec, s'il y a une déroute chinoise, ce qui serait probable, sinon plus que probable, c'est certainement la fin du règne de Xi Jinping, et peut-être la fin aussi du Parti communiste. Antoine Flahault, j'aimerais vous entendre avant de terminer cette discussion, après tout ce qu'on vient de dire sur la situation de la Chine au niveau économique, au niveau politique, géopolitique, militaire et aussi sanitaire. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que Xi Jinping est complètement irresponsable? Il est complètement perdu surtout. Il n'a pas repris la main. On est très surpris de ce degré d'impréparation qui a été très bien résumé dans cette émission, ce degré d'impréparation des Chinois, des autorités chinoises, de la sortie du zéro Covid. En fait, tous les autres pays qui étaient en zéro Covid
ont plutôt bien négocié leur sortie. Je prenais l'exemple du Japon. Le Japon, finalement, avait décidé que dans ce contrat social dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était de dire on se met sous cloche, on se met en zéro Covid. On n'a pas le droit de sortir de chez soi, en tout cas de son pays, tant qu'on n'a pas une vaccination qui arrive à hauteur de notre protection suffisante. Puis dès qu'on sera suffisamment protégé, on reprendra le rythme de la vie comme avant. Ce contrat a été respecté par les pays démocratiques qui ont été en zéro Covid au début de la pandémie. Et finalement, quand on regarde leur bilan sanitaire, ils sont meilleurs que les pays européens ou américains. Les Chinois ont pensé qu'ils feraient encore mieux et ils ont prolongé la stratégie zéro Covid. Ils l'ont prolongé surtout quand ils ont vu que l'épisode de Hong Kong, territoire chinois, qui avait décidé unilatéralement de sortir du zéro Covid en même temps que les Japonais et les Australiens, mais ils ont connu une hécatombe parce que leur population âgée n'était pas assez vaccinée. Du coup, on pouvait comprendre que les Chinois maintenaient le zéro Covid, mais le contrat social a manqué. Il n'a jamais été explicitement dit par les autorités chinoises « on va maintenir le zéro Covid après mars 2022 pendant quelques mois, le temps que la population âgée chinoise soit suffisamment protégée ». Si cela avait été dit, je pense qu'on aurait aujourd'hui une population âgée très vaccinée, une sortie du zéro Covid qui se passerait de façon très fluide et très douce. Ça n'est pas le cas. On est dans l'impréparation totale et du coup, en effet, toutes les inconnues sont devant nous. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin et on a bien compris que ça s'applique à peu près à tous les domaines qui concernent la Chine en ce moment. On aura probablement l'occasion d'en reparler. Merci à tous les trois pour cette discussion et pour vos analyses sur le sujet. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité internationale. On va tourner à présent notre regard vers l'Ukraine, dont on va parler avec Jacques Faure dans quelques instants. Avant cela, on va regarder les dernières images qui nous sont parvenues de Kiev, notamment bombardée de salves de missiles à quelques heures d'intervalle seulement. La journée du Nouvel An qui a été meurtrière dans le pays, 4 personnes sont décédées. Et puis de leur côté, les Russes qui dénoncent une attaque ukrainienne qui a fait des victimes parmi ces soldats à Makivka, attaque reconnue par Kiev. On fait le point avec Alexandre Hébert.